Bonjour à tous, je suis Roland Massenet et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition des webinaires de l'excellence commerciale. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un expert du management, Frédéric Petitbon. Bonjour. Bonjour les amis. Alors Frédéric, vous êtes expert des transformations managériales, plus généralement des transformations des entreprises. Vous êtes aussi écrivain, vous avez récemment publié Manager, libérer, délivrer, surveiller, la proximité 2.0, et vous publiez à l'automne Upskill, les 10 règles d'or des entreprises qui apprennent vite. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet particulièrement d'actualité qui est comment on manage à distance. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, comme à notre habitude, vous êtes formidable. Aujourd'hui, vous êtes 655 inscrits à ce webinaire. Merci beaucoup de votre fidélité. Nous essayons chaque semaine de renouveler les sujets pour adresser les problématiques que vous rencontrez avec vos équipes sur le terrain. C'est la preuve qu'on choisit bien ces sujets puisque vous êtes tous les jours plus nombreux. Alors, qui sommes-nous? Les webinaires d'excellence commerciale sont sponsorisés par Incentive. Incentive accompagne les managers dans le rôle de coach. On est un éditeur de logiciels on accompagne les managers à motiver les équipes avec un moteur de gamification avancé et on accompagne les managers pour les aider à faire progresser leurs équipes à travers une démarche de coaching et de partage de bonnes pratiques. On est présent aujourd'hui dans 23 pays, disponible dans 7 langues et nous sommes une société française lauréat du Pass French Tech et de bien d'autres récompenses. On travaille dans à peu près tous les secteurs, essentiellement avec des grandes entreprises et des ETI. Voilà, suite à cette courte présentation, on va parler un peu des enjeux Frédéric. Alors, pour préparer cet entretien, j'ai regardé une enquête qui a été faite pendant le confinement par l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail, interdivisée auprès de 1800 personnes. Et le constat, c'était que 55%, plus de la moitié des gens n'avaient jamais télétravaillé avant cette curieuse période. 90% disaient qu'ils étaient plutôt bien installés chez eux. Et puis, quand on leur demandait comment ils se projetaient dans le futur, et ben 71% étaient satisfaits des premières semaines de télétravail et 83% souhaitent poursuivre le télétravail à la suite du confinement. Donc, si on regarde, la théorie et la pratique maintenant, et c'est là où Frédéric, on aimerait avoir ton expertise, comment ça se passe aujourd'hui pour les collaborateurs en ce moment, après ces 3 mois finalement de télétravail? En fait, ça se passe bien. C'est une surprise pour partie, ou une confirmation pour d'autres, mais les retours sont convergents et sont bons. Et c'est intéressant à un moment où on est en train de basculer dans un mode de travail mixte après les annonces de ce soir, les semaines prochaines. Certaines entreprises reviendront vraiment au bureau, d'autres seront en mode mixte et certaines se resteront en télétravail sur un temps long. Donc c'est vraiment intéressant de regarder maintenant. Et en fait, les enquêtes, c'est vrai, sont convergentes. Ça se passe bien. Selon les enquêtes, il y a de 60 à 80% de collaborateurs qui sont satisfaits. Avec des nuances par secteur. On est très content dans le monde bancaire. Des nuances par niveau. Les managers sont vraiment contents, leurs collaborateurs parfois un peu moins. Les femmes sont contentes, non pas sur l'ensemble de la vie dans le mode confiné avec toutes les contraintes multiples à avoir et un équilibre entre les sexes qui est tout sauf idéal, mais sont contentes sur le télétravail en tant que tel. Et les moins contents sont les jeunes
on en reparlera sûrement, les jeunes parce que en intégration sociale, c'est pas toujours génial, et les techs. Et les techs parce qu'ils se trouvent avec des collègues ou des managers qui sont pas forcément au niveau. Mais donc globalement, le constat est franchement pas mal du tout. Alors, tu parlais du monde bancaire. Je discutais il y a quelques jours avec le directeur de la transformation du groupe Société Générale, qui me disait que dans les tours à la Défense, ils accueillent normalement 18 000 personnes, 18 000 employés de la Société Générale à la Défense. Aujourd'hui, ils sont 350 dans ces tours. Donc, on voit qu'il y a des possibilités assez radicales de transformation. Alors, le tableau, finalement, semble plutôt rose. Alors, on entend quand même ici et là des remarques autour de l'engagement des collaborateurs. Quel constat est-ce que tu fais et est-ce que tu aurais des recommandations pour nos auditeurs? Oui, donc vraiment tout n'est pas rose. Ce qui n'est pas rose, c'est la charge de travail, avec une vraie difficulté pour beaucoup de professionnels, notamment ceux qui avaient moins la pratique de télétravail. Ce qui est difficile aussi, c'est les tensions. Comment parvenir à bien gérer des tensions professionnelles quand on est en mode distant. Là, c'est violent. On a beaucoup de cas de fatigue, de burn-out qui ressort. Et il y a aussi un point qui ressort des travaux, qui est est-ce qu'on peut être correctement reconnu. Et là, les constats sont assez médiocres là-dessus. Et effectivement, on assiste de manière générale à une baisse du taux d'engagement dans les entreprises. Et ça demande prise de recul parce que, et c'est d'ailleurs une attente forte des personnes interviewées, ça demande une transformation des méthodes de travail et de fonctionnement. Avant, si je caricature, le management de proximité était facile parce que on fonctionnait avec ses collaborateurs à portée de main. Et je profitais de l'avoir à portée de main pour traiter des commandes, l'écouter, gérer la collaboration, l'introduire à un collègue, etc., etc. Et donc j'avais la proximité physique qui me permettait de tout gérer les questions de proximité relationnelle. Et en fait, non, on se rend compte que la proximité, c'est pas seulement la proximité physique, c'est une proximité à construire en relation sur différentes dimensions. Comment je coopère, comment je partage de l'information, comment je résous, comment je reconnais le travail, comment je pilote. Et ça demande effectivement de s'organiser, de manager pour répondre à ces questions, sachant qu'on ne peut plus le faire en proximité physique avec monsieur machin ou madame Y à côté de la machine à café. D'accord, donc pour répondre, il faudrait donc zoomer sur chaque situation particulière pour adapter le mode de management, c'est ça? Oui, c'est ça, et je vais peut-être en prendre une pour donner de l'exemple, qui est comment est-ce que on gère engagement et productivité de mes collaborateurs en one-to-one. Oui. Question qui est bien sûr essentielle. Je n'ai plus mon chef à portée de main le collaborateur et moi et chef, je n'ai plus mon collaborateur. Comment est-ce que je fais? Donc là, ce qu'on voit, c'est déjà floraison d'outils de pilotage de productivité. C'est Monday, c'est Forecast, c'est Trello, et qui permettent d'avoir un management extraordinairement précis, disant ce qui doit être fait par qui, quand. Donc la technologie permet vraiment de gérer ça de manière précise. Mais, et mon mais est un grand mais, avec l'immense risque de déboucher un management par la tâche, un management de flicage
qui est insupportable pour les collaborateurs et pas forcément efficace parce qu'on finit par ne faire que les tâches qui sont affectées à soi-même. Donc il y a un vrai point de dérive potentielle sur le sujet. La technologie permet de suivre de manière très précise les tâches et de les affecter, mais si on fonctionne uniquement sur les tâches, on plante la relation manager-collaborateur. Donc ça veut On, dire effectivement, on arrive sur du micromanagement, quoi, finalement, qui est un on des arrive. dans beaucoup dans beaucoup d'organisations qui ont des managers très jeunes, qui n'ont pas été accompagnés dans leur démarche de coaching. Absolument. On arrive sur les mauvais côtés des management micro par des chefs qui veulent se rassurer des collaborateurs qui sont plus ou moins à l'aise avec ça. Et donc ça, pour casser ça, le principe est vraiment l'explicitation. Comment est-ce que je suis explicite sur les résultats? Qu'est-ce que j'ai à atteindre comme résultat dans ma journée ou dans ma semaine? Ça dépendra bien sûr d'une part, et d'autre part d'être clair sur les règles du jeu, sur comment est-ce que je fonctionne. Je te fiche la paix, je t'appelle pas en cours de journée. Tu sais le cas échéant que moi, je suis facilement joignable entre 5 heures et 5h30 l'après-midi, c'est ma bonne heure et je mets ça en mode être dessus. Tu sais que on me dérange pas à tel ou tel moment et vraiment on est au clair sur un mode de fonctionnement qu'on a stabilisé. Donc attention au management par la tâche qui est très possible d'un point de vue technologique et l'insistance de l'explicitation. Sachant que l'explicitation, c'est encore plus important quand on ne voit pas quelqu'un, parce que vraiment, justement, on a besoin, on ne ressent pas les choses, il faut être plus explicite sur la manière dont on fonctionne. Merci, merci Frédéric. Donc attention au management par la tâche. C'est vrai qu'il y a profusion d'outils qui sont maintenant intégrés dans toutes nos applications de gestion de tâches. La gestion par la tâche, la gestion de projet, la gestion aussi du développement personnel, hein, qui est plus compliqué quand on est à distance. Nous, on voit chez nos clients, beaucoup de nos clients réfléchissent à mettre à jour les scénarios, les démarches, les trames de coaching individuel et les reparamétrer dans Incentive pour s'adapter à ce nouvel environnement avec des points qui sont soit hebdomadaires, soit bi-hebdomadaires. Et on va plus en profondeur sur l'état d'esprit, l'état émotionnel du collaborateur. Et c'est le sujet la question que j'aimerais te poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut suivre à distance l'état émotionnel de ces équipes? Comment est-ce qu'on peut recréer ce lien, au moins dans la partie diagnostic, pour s'assurer que tout le monde est bien aligné de corps et âme avec l'entreprise, avec le projet? C'est pas facile. À l'écran, on n'a que deux sens. En relation physique, on ressent autrement les choses. Donc pour travailler sur le sujet, une première idée qui est s'intéresser vraiment aux personnes. Dans l'entreprise, on fonctionne souvent en cloisonnant. Je suis le professionnel qui parle à un professionnel et effectivement, je partage ou non ce que je suis dans la vraie vie, je mets ça en scène ou non, mais il y a vraiment une distinction entre les deux. Quand on est en mode distant, s'intéresser aux gens, c'est s'intéresser à leur vraie vie. Donc là, c'est essentiel pour rentrer en contact, savoir comment ça se passe, savoir comment je vis. Donc ça, c'est absolument essentiel. Essentiel aussi est de prendre le temps d'être en écoute sur le mood, les émotions, sur comment je fais. Il y a, tu en parlais tout de suite, Incentive qui a des pratiques tout à fait intéressantes sur le sujet en mode virtuel et c'est intéressant. Ce qui fonctionne pas mal aussi, c'est par exemple en lancement de réunion, on joue sur les émotions.
comment tu te sens aujourd'hui, quel est notre état d'esprit, est-ce qu'aujourd'hui je suis un éléphant si je raisonne par les personnages, ou est-ce que je me sens un papillon? Ça met un peu de sourire, ça met un peu d'émotion sur le sujet. Et un point d'ailleurs, on voit sortir les dispositifs d'écoute mis par les entreprises. Il y en a pas mal, souvent pas mal fichus, et effectivement, ils sont là pour être utilisés. Ça fait aussi partie des temps de respiration qui sont utiles. J'en profite pour dire que sur l'aspect émotionnel, on peut jouer sur l'intelligence relationnelle, y compris en mode distant. Ce qu'on fait très bien en face-to-face, c'est j'introduis machin à machine. On peut aussi jouer sur ce genre de sujet en mode distant. Je fais des mises en relation. Je retrouve une grammaire de relation qui est autrement plus sophistiquée que peut l'être le seul visuel d'un visage sur une réunion Zoom. Oui. Éléphant ou papillon? Bah, écoute, on retiendra cette image. Euh, euh, alors, on a parlé de l'état émotionnel des équipes, le rapport individuel que chaque manager entretient avec ses collaborateurs. Est-ce que tu peux nous partager les bonnes pratiques que tu as observées chez tes clients autour de la réunion d'équipe? Comment est-ce que je recrée du lien et de l'envie collective? Quand on avait il y a quelques mois entre enseignants avec les étudiants parce que, des débats sur est-ce qu'il faut accepter que les étudiants participent à votre cours avec l'écran ouvert, en disant c'est scandaleux, ils sont en train de jouer sur leur jeu, d'être sur leur messagerie. Et il y avait des débats entre enseignants sur non, moi j'impose qu'on ferme l'écran, et d'autres qui fonctionnaient comme ça. Là, franchement, c'est perdu pour ceux qui voudraient être sûr qu'on vous regarde dans les yeux et qu'on boive vos remarques. Ça marche plus. Par construction, on peut être multitâche quand on est sur le sujet. Et donc, ça a plein d'impact dans le mode de fonctionnement des réunions. Là, si je zoome sur les réunions d'équipe. Par exemple, il y a des pratiques qu'on ne supporte plus, qui sont que des pratiques de tour de table banales. Non, là, on part sur autre chose. Regardez les yeux de ceux qui mettent la caméra sur le sujet. Ça ne fonctionne plus. Donc là, le travail à faire est un travail d'abord sur les règles du jeu. Comment est-ce qu'on fonctionne et comment est-ce qu'on se dit les choses et comment clarifier ça en ouverture de réunion. Un travail à faire sur ce qu'on met à l'écran. Le banal PowerPoint projeté peut bien sûr être utile, mais souvent pauvre si on en fait trop. Est-ce qu'on fonctionne avec effectivement un écran partagé permettant à chacun d'être là-dessus? Est-ce qu'on fonctionne pour les réunions de créativité avec des klaxons, des Jamboards? Pourquoi pas? Et on travaille aussi sur comment je mets de la vie. Là, il y a certaines entreprises où on travaille beaucoup sur je te parle, Roland, tiens, tu penses quoi de tel sujet? Pourquoi pas? Je vois d'autres cas où la mise en scène est travaillée. On aura demandé avant la réunion à 2 ou 3 collègues d'intervenir sur tel ou tel sujet. Donc, c'est un vrai travail de conception des réunions pour qu'elles soient efficaces. C'est de l'ingénierie, c'est c'est de l'outil, c'est de l'évaluation et l'incentive fait des évaluations de fin de réunion qui peuvent être intéressantes, et c'est des formules qu'il faut faire bouger très très vite. Une formule de réunion s'use remarquablement vite, et donc là, il faut très régulièrement changer de forme de réunion. Donc ça veut dire être créatif, c'est ça, savoir se renouveler pour un manager. C'est une tâche qui est complexe, savoir se renouveler en permanence. C'est complexe, à la fois c'est intéressant et c'est amusant. Quand j'écoute les managers, je suis frappé par le plaisir qu'un certain nombre d'entre eux prend à tester des pratiques qu'ils n'auraient pas eu autrement.
ça les sort de routines qui n'étaient pas forcément toujours intéressantes pour eux. Et effectivement, on est dans une culture où il faut apprendre. Et là, ce qui fonctionne bien, c'est quand on se dit collectivement qu'on veut apprendre. C'est qu'est-ce que j'ai envie d'avoir appris, moi, manager, dans cette séquence, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir appris ensemble, et effectivement, on rentre dans du test. Cette semaine, on aura testé telle pratique, ce sera telle pratique commerciale. Tiens, regarde d'un point de vue commercial comment j'aborde maintenant mes échanges là-dessus. Tiens, j'ai essayé d'envoyer tel email de teasing, est-ce que ça marche? Tiens, dans mes orales de présentation d'une offre, je vais jouer de telle manière, est-ce que ça marche? Donc, c'est aussi très intéressant de ce point de vue-là pour les managers parce que ça leur permet de mettre en mouvement et leur pratique et leur équipe de manière très, très tonique. Donc, une vraie période de bouillonnement, d'innovation managériale. Alors, on a vu le rapport entre le manager et son collaborateur. On a vu le rapport entre le manager et son équipe, créer de l'innovation de pratiques managériales, de nouveaux rituels. Comment est-ce qu'on peut continuer à faire vivre sa culture d'entreprise à distance pour conserver un collectif d'équipe, une vision, une tension positive vers l'avenir? On peut le faire pour partie, et d'ailleurs on peut aussi faire bouger la culture sur les points qu'on veut faire bouger. Je reste sur l'exemple des réunions, des meetings, y compris avec beaucoup de monde. Le classique, le chef parle et personne ne le contredit. On peut totalement continuer à le faire fonctionner si on veut garder ce trait culturel. Mais on peut aussi tout à fait challenger ça en disant tiens, j'ai envie de mettre plus de culture, d'échange, de confrontation, de remontant, et ça veut dire que les réunions sont plus interactives, organisées autrement. Donc il y a un vrai point sur lequel on peut jouer là-dessus, sur la culture collaborative là-dessus. Après, le point, bien sûr, sur lequel ça bouge dans tous les sens, c'est tous les temps collectifs de partage. On peut plus le faire ensemble autour d'un apéro là-dessus. On peut le faire en partage de pratiques. J'ai des entreprises où effectivement c'est la demi-heure en fin de semaine où charge à qu'ils souhaitent de partager une bonne pratique ensemble. J'ai des réunions sur comment est-ce qu'on traite une question en demandant à les collaborateurs de le faire. J'ai des vrais temps où je parle tout à fait d'autre chose. J'ai des exemples où effectivement on est en mode créativité là-dessus. Donc là, il y a un vrai point sur le mode créatif là-dessus. Avec le cas échéant, là aussi, on peut bien sûr jouer sur les outils. La remontée de pratiques collaboratives par incentive peut être tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Donc finalement, c'est une période passionnante. Là, on voit à travers tous les exemples que tu nous donnes que les managers ont l'occasion d'innover dans leur rapport interpersonnel, innover dans l'animation de l'équipe, que pour les COMEX, c'est une occasion de repenser les organisations. Merci beaucoup de ce point de vue, de ces points de vue éclairés. Est-ce que, en conclusion, tu aurais un conseil final à donner à tous nos auditeurs qui sont des directeurs commerciaux, qui sont des managers commerciaux et qui aujourd'hui se posent la question de et comment je vais gérer mes équipes demain dans des environnements qui seront sans doute mixtes avec des gens qui sont au bureau, en agence et puis des gens qui travaillent de la maison? Peut-être un point sur justement le mixte, parce il va exploser dans les prochaines semaines entre ceux qui seront là, ceux qui seront pas là, ceux qui seront normalement sur le terrain, ceux qui le seront de manière différenciée. Donc là, le conseil est la grande rigueur dans les moments virtuels et la grande difficulté à organiser des moments mixtes entre du virtuel et du physique. Donc là, poursuivez sur le virtuel quand vous avez des gens à la fois présents sur le siège et en mode distant, et soyez très précis sur l'organisation du virtuel là-dessus. Le conseil est bien sûr de reprendre des temps en physique,
le physique redevient essentiel pour du collectif, pour se partager. Et là, ça s'ouvre vite, bien sûr, en respect des règles sanitaires, mais on peut commencer à en planifier là-dessus. Et puis peut-être un dernier point, c'est donner de l'émotion. Donnez de l'émotion, soyez personnel, intéressez-vous vraiment à vos équipes. C'est encore plus important dans la période actuelle qu'en temps normal. Merveilleux, merveilleux, Frédéric. Et ben moi, je retiendrai vraiment cette notion d'oser être plus personnel et de poser la question aujourd'hui, est-ce que tu te sens plutôt papillon ou plutôt éléphant? Je trouve que c'est une très belle manière de rentrer en relation avec un collaborateur. Quelques idées bonus avant de passer aux questions-réponses. Les idées bonus, la première idée bonus, c'est de lire l'excellent livre que tu as écrit, que tu as sorti il y a quelques mois, Manager libéré, délivré, surveillé, une perspective tout à fait rafraîchissante sur le management. Un livre à sortir en octobre, je crois, Upskill, les 10 règles des entreprises qui apprennent vite. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur ce livre sur lequel tu es en train de travailler? En octobre ou à l'automne prochain, on sera dans une période où à la fois, on aura appris très vite à travailler autrement pendant la période de confinement. On sera dans une période difficile d'un point de vue économique et tension sociale. Et on aura besoin de réapprendre très vite sur d'autres process. Donc, c'est effectivement ça qu'on développe dans ce bouquin, et avec l'idée que pour apprendre, la formation est une toute petite partie de la réponse. La formation, c'est les pratiques collectives, les pratiques individuelles, le mode de travail distant avec du incentive ou autre. Et c'est ça effectivement qui demande d'être mis en scène de manière bien plus puissante dans les périodes qui viennent qu'on l'a parfois fait dans la période passée. C'est finalement concrétiser toutes les expérimentations d'innovation managériale dont tu parlais tout à l'heure. Et dire que pour apprendre très vite, c'est à la fois dans l'équipe que ça se joue, comment Oui. j'organise des rituels, comment je pense des parcours permettant de passer d'un endroit à l'autre. Ça s'organise dans ma pratique de management, moi, sur comment effectivement je fais des tests et comment j'ouvre l'innovation. Et puis effectivement, c'est dans le rôle de faire bouger son entreprise de manière globale qui est absolument essentiel aussi. On a hâte de le lire. Bien sûr, on vous enverra, on verra à toute la communauté des webinaires de l'excellence commerciale les références du livre dès qu'il paraîtra. Un autre bonus, si vous voulez aller plus loin, l'enquête que j'ai citée en début de présentation de l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail. Vous avez le lien avec tous les résultats qui sont passionnants. Un article, le dernier article de la Harvard Business Review sur les remote workers, qui donne des conseils également très pragmatiques sur comment gérer son équipe. Voilà. Et puis, je voudrais vous inviter pour jeudi prochain à écouter un autre expert du management, Olivier Sibony, qui est professeur de stratégie et de prise de décision à HEC, qui a sorti récemment un livre où vous allez redécouvrir le management, très complémentaire de l'entretien qu'on a eu aujourd'hui. Voilà, on est toujours très précis dans les webinaires de l'excellence commerciale sur le timing. On sait que votre temps est très précieux, donc on limite la présentation, l'entretien à 30 minutes. Et puis après, on a maintenant un peu plus de temps, 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser directement sur GoToMeeting dans l'interface que vous avez sur votre ordinateur. Et on va regarder les premières questions qui arrivent. Alors, première question, comment gérer des réunions mixtes avec des collaborateurs en home office et des collaborateurs au bureau? C'est une bonne question. C'est vrai qu'on a de plus en plus de cas comme ça.
c'est très compliqué. Effectivement, j'ai en tête des entreprises auxquelles je conseille d'être très vigilant à ces réunions parce qu'on perd beaucoup de monde. Le seul bon conseil à se donner, c'est, y compris si on est en mode physique, s'adresser uniquement à ceux qui sont en mode distant. Une réunion mixte physique distant ne marche que si elle est conçue pour ceux qui sont en mode distant, à la fois dans le partage d'infos, dans ce qu'on a pensé comme écran, dans la parole qu'on donne, et y compris dans ce qu'on affiche en visuel sur le sujet, avec là le fait de travailler en caméra est tout à fait important. Donc le conseil, réunion mixte, c'est une réunion pensée pour ceux qui sont en distance et avec de la caméra et du partage d'informations direct. D'accord. Ça rejoint une discussion que j'ai eue hier avec le directeur commercial d'un grand groupe d'assurance qui me disait que ces réunions mixtes comme ça, il les faisait à distance, c'est-à-dire que chacun, même ceux qui étaient au bureau, chacun restait derrière son ordinateur et il se connectait comme s'il était de la maison. Et donc, il y avait une réunion qui était à distance, même si physiquement les gens étaient rassemblés au bureau. Alors, deuxième question. Comment gérer des collaborateurs opposés au home office? Il y a beaucoup de gens qui sont très enthousiastes et puis tu disais tout à l'heure que notamment parmi les jeunes, il y avait des gens qui se sentaient beaucoup moins à l'aise avec le home office. Comment est-ce on peut gérer cette situation de gens qui sont opposés? Est-ce qu'il faut tous les réaccueillir? Euh, Là, on arrive effectivement dans une période mixte où il y a des cas d'entreprise où il y a priorité pour ceux qui ont des situations personnelles particulières et ça va de une infrastructure insuffisante à une situation familiale multiple ou personnelle compliquée qu'il faut revenir au bureau. Donc on a ça ces situations et de manière fréquente pour ceux qui rentrent au bureau. Après, le coaching de différentes manières est vraiment intéressant pour ces populations, pour une partie de ces populations-là. Là, je pense à la sous-catégorie de ceux qui ont du mal à fonctionner seuls ou à fonctionner en mode distant. Et donc là, c'est du coaching, soit fait par des pairs. Ça fonctionne pas mal. Julien, s'il te plaît, tu te mets en coaching de Valérie. Ça veut dire que tu l'appelles tous les jours, que tu l'aides dans sa pratique, que ce soit sa pratique distante ou sa pratique client. Ça fonctionne pas mal. C'est effectivement le brief régulier qu'on a sur le sujet. Voilà. Et on a aussi après un point de conviction managériale, c'est Frédéric et Julien, qu'est-ce que tu veux? On rentre, que tu le veuilles ou non, dans un mode où on sera durablement en mode distant, donc construisons ensemble les choses pour qu'elles soient acceptables pour toi, parce que ça devient et ça sera la normalité, y compris avec ces points. Et peut-être dernier point, c'est effectivement tout ce travail d'écoute et de partage des émotions qui est encore plus important pour ces populations rétives. Merci. Alors j'ai une autre question. Bonjour, pourriez-vous redonner le nom des outils de management à distance, s'il vous plaît? Alors bien sûr, au-delà d'Incentive, qui est une plateforme extraordinaire pour structurer la démarche de manager coach, et notamment à distance, et nos clients l'ont largement utilisé pendant cette période. Est-ce que tu peux redonner les noms des outils que tu as cités plus tôt Oui. pour communiquer, pour manager à distance? En outil de pilotage de la productivité, Monday, comme le jour de la semaine, qui est intéressant pour organiser. Forecast, comme une prévision, qui est là aussi intéressant pour aider à planifier. En pilotage de projet, vous connaissez probablement Trello, TR2LO. On a aussi Jira. Voilà, vous utilisez beaucoup. Jira qui est intéressant, Jira. Brainit. Qui a racheté Trello d'ailleurs. Voilà, qui a racheté Trello. On aime aussi Brainit Workflow qui est intéressant. Donc ça c'est en pilotage de productivité. Pour les réunions, donc
on aime bien des pratiques de créativité qui se sont révélées possibles alors qu'on ne le pensait pas. Et là, je pense notamment avec des pratiques autour de Klaxoon, qu'on aime bien, Jamboard qui pourrait être intéressant aussi dans la suite euh, Google. Donc, mais là, le retour d'expérience est qu'on parvient, y compris à faire des réunions de créativité avec des publics mixtes, alors que je pensais que ce serait impossible. Ouais. Ouais, on trouve des nouveaux modes de travail là, qui sont absolument passionnants. J'ai une autre question. Alors, déjà compliqué de partager les valeurs en présentiel, comment les marteler à distance? Alors, les marteler des valeurs, je suis pas sûr que ça soit la bonne façon de faire vivre ces valeurs dans une entreprise, mais est-ce que tu aurais des conseils pour faire vivre les valeurs à distance? Oui. Dans plusieurs entreprises que je vois pour l'instant, il y a des valeurs qui sont intéressantes parce elles deviennent très importantes dans la période actuelle. Je pense parmi les valeurs à la valeur de simplicité. Je pense à la valeur de aider mes collaborateurs à grandir. Donc, c'est deux valeurs qui, cette manière ou d'une autre manière, sont exprimées dans pas mal de grandes entreprises ou d'entreprises moyennes ou petites. Et là, c'est le fait d'en reparler et de dire, tiens, regardez, en simplicité, on est parvenu à hyper simplifier une procédure parce qu'on n'avait pas le choix et en fait ça marche. Donc ça permet de remettre en perspective la valeur de simplicité. À l'inverse, j'ai une difficulté sur l'accompagnement personnel de collaborateurs, par exemple sur ceux parmi nous qui ont plus de mal avec le télétravail. Comment est-ce qu'on peut travailler sur le care et sur l'accompagnement? Donc on a vraiment une période où en grandeur réelle, reprenez pas mal de ces valeurs d'entreprise. Elles sont souvent très actuelles, soit pour dire qu'il faut vraiment aller plus loin, soit pour dire que si on ne les met pas en pratique, on se plante, soit pour dire que vraiment ça mérite qu'on les mette en débat. D'accord. Une autre question, un peu provocatrice, celle-là. Les entreprises vont-elles en profiter pour couper les coûts et obliger tous les collaborateurs à travailler à distance? Oui. Donc là, on voit déjà des cas d'entreprises qui vont aller de manière assez violente vers une réduction de leur mètres carrés sur le sujet, avec à l'automne en plus on aura ces contraintes de crise économique et sociale qui seront tout à fait fortes sur le sujet. Donc bien sûr que des entreprises vont jouer autour de ça. Le point qui va être qui heureusement va mettre ça en perspective, c'est l'impérative nécessité, là les entreprises le sentent très très fort, de travailler sur le sens commun, sur le collectif, sur les relations, et ça effectivement il faut le faire de manière physique. Ce qui est sûr, c'est que les endroits physiques classiques, banals, les endroits où on est chacun derrière son écran sans valeur ajoutée de l'espace, ceux-là vont être très très mis en question, vont être très challengés. Et donc ça, effectivement, on peut le faire en télétravail, on peut supprimer du mètre carré. À côté de ça, on voit arriver aussi une vraie innovation sur les espaces ouverts. Et là, effectivement, on va avoir un travail sur les espaces collaboratifs. Il faudra une bonne raison pour aller au bureau, mais ces bonnes raisons, on peut vraiment en trouver de manière tout à fait intéressante. Mais très clairement, on voit déjà des entreprises qui vont profiter de la période passée pour supprimer de manière drastique des mètres carrés. Oui, oui. Autre question sur les émotions que ressentent les collaborateurs. Comment gérer la peur ou le manque d'envie de collaborateurs de reprendre le travail en mode physique malgré les moyens mis en place?
La question est très actuelle avec ce qui sera annoncé très certainement ce soir, incitation à revenir plus au travail. Et cette peur est multiple et une peur physique pour les grandes métropoles de prendre les transports en commun est une peur de retrouver d'autres confrontations alors qu'on s'est recréé un cocon de travail, de devoir retrouver d'autres collègues. Donc la peur est très très importante sur le sujet et on l'entend effectivement dans différentes cellules d'écoute là-dessus. Donc là, ce qui fonctionne, c'est un vrai travail sur l'accueil. Comment est-ce que j'accueille ceux qui reviennent? Donc à la fois ça se prépare et il y a du temps virtuel ou physique à organiser. C'est du construire ensemble comment on va fonctionner. Donc ça, je vois des équipes qui sont en train d'être en créativité sur qu'est-ce qu'on veut garder de notre fonctionnement actuel et comment est-ce qu'on veut fonctionner demain. Et c'est aussi du temps de management interpersonnel sur comment tu te sens toi. Comment tu te sens toi de revenir et comment, le cas échéant, nous pourrons t'aider au retour. Et peut-être un dernier point, c'est qu'effectivement derrière ce télétravail très valorisé là-dessus, il y a aussi cette peur de revenir avec plein de raisons derrière cette peur. Oui, oui. Pour retrouver un sujet plus pragmatique et plus léger, j'ai une question. Quel est le timing parfait pour une réunion à distance? Quelle est la durée minimum et la durée maximum d'une réunion à distance? Donc, si on est sur une réunion d'équipe, type brief, où on passe quelques informations, on passe des consignes là-dessus. Donc là, on peut être court. J'en vois peu fonctionner à moins d'un quart d'heure et au-delà d'une demi-heure, c'est trop. Si on est dans une réunion demandant de traiter un problème, la demi-heure sera souvent courte, on arrive souvent plus à l'heure, y compris pour des réunions de créativité, de brainstorming. Les réunions au-delà d'une heure et demie deviennent une exception, demandent une qualité de thématique, d'animation, d'organisation absolument redoutable pour parvenir à la tenir de manière efficace. Ou alors, on peut aussi être confort, et je vois des entreprises qui fonctionnent comme ça, qui sont confort sur le besoin d'avoir des temps collectifs et qui assument d'avoir des réunions un peu plus longues en sachant qu'une partie des équipes font autre chose à la fois et interviendront quand ça les préoccupe. Mais si on veut vraiment être rigoureux, réunion de brief court, un quart d'heure à une demi-heure, réunion de créativité, de résolution de problèmes, une heure, rarement moins, et attention à ces réunions qui durent plus d'une heure en mode distant. Oui. Ouais, non, les équipes projet chez Incentive ont revu toutes les méthodologies d'ateliers de co-création pour mettre en place Incentive dans une nouvelle BU ou chez un nouveau client pour couper des séances de design thinking qui duraient 3 heures auparavant en 2 blocs d'une heure et demie maximum. Donc on retrouve ce que tu nous dis, Frédéric. Alors, quel conseil pour intégrer un nouveau collaborateur dans le contexte du management à distance? Alors, si vous n'avez pas Incentive, Incentive a maintenant des fonctionnalités d'onboarding et de coaching des nouveaux arrivants qui sont très sophistiquées. Si vous n'avez pas Incentive, comment faire pour intégrer un nouveau collaborateur dans ce contexte-là? En jouant effectivement sur plusieurs outils, donc Incentive étant intéressant de ce point de vue-là parce que ça rythme, ça donne de l'information là-dessus. Et sans ça, c'est se dire qu'est-ce que je ferais si je devais le présenter comme dans la vraie vie. Donc ça veut dire un temps d'équipe où je lui permets de parler de lui pour de vrai,
qu'est-ce que tu as fait, pourquoi est-ce que tu es venu ici, qu'est-ce qui t'intéresse aussi dans tes autres champs. C'est d'organiser des rencontres. Là, on peut pas le faire à la machine à café, mais c'est effectivement de dire, tiens, il faudrait que tu vois X, que tu vois Y. Et là, dans les bonnes pratiques, je vois des réunions où celui qui fait l'introduction, ou la personne qui fait la mise en relation, elle a 3 minutes pour lancer l'échange. Je t'introduis, c'est intéressant, il faut que vous parliez de ceci. De la même manière que ce qu'on fonctionne dans un cocktail ou dans une réunion, on joue ça en virtuel. Donc il y a une vraie intelligence relationnelle à faire. Il y a besoin d'être plus précis sur les rôles qu'on va donner aux nouveaux. Dans des rôles en projet notamment, pour bien le faire connaître à tout le monde et bien l'imposer sur le sujet. Il y a quelques précautions à avoir, notamment sur bien vérifier que les nouveaux sont dans les bonnes réunions. Et puis il y a souvent aussi le besoin d'avoir un copain, un coach, un collègue qui t'aide à savoir comment comprendre. C'est déjà pas facile dans une vie réelle de savoir pourquoi telle personne a dit quoi en telle réunion et pourquoi il s'est fâché. Ça devient redoutablement compliqué en mode virtuel. Et donc là, le fait de dire que Frédéric, est-ce que tu veux bien prendre un peu de temps avec Roland une fois par semaine ou régulièrement à l'aider à comprendre ce qui se passe est tout à fait utile. Eh bien, Frédéric, un grand merci pour ces insights, plein d'expériences, plein de sagesse, plein de bonnes idées très pragmatiques à mettre en œuvre dès demain dans nos organisations. Finalement, si j'essaye de résumer tout ce que tu nous as dit, c'est une période incroyable d'innovation managériale. C'est une période où le manager va retrouver tout son sens de coach avec de l'émotion, avec un rapport plus personnel avec ses collaborateurs, avec une exigence aussi de précision, d'être spécifique dans les objectifs qu'il se donne. Et puis, je retiens encore et toujours, êtes-vous papillon ou éléphant, plutôt papillon ou plutôt éléphant ce matin. Un immense merci, Frédéric, pour cet entretien passionnant. On sera très heureux de vous retrouver tous la semaine prochaine en compagnie d'Olivier Sibony, professeur à HEC, qui viendra nous parler de son livre « Vous allez redécouvrir le management, 40 clés scientifiques pour prendre de meilleures décisions ». Un grand merci à tous et merci de votre fidélité au webinaire de l'excellence commerciale. À la semaine prochaine.